Alors, pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous vous souvenez peut-être que dans notre cours d'il y a 2 ans, où je montrais que Motoori Norinaga, à propos de Motoori Norinaga, nous avions attiré l'attention sur l'évidente analogie entre la voie véritable, ce concept qu'il a repris, enfin, certainement en grande partie de Nakamoto, n'est-ce pas, le Makoto no Michi, entre la voie véritable de Norinaga donc, et les idées de Tominaga Makoto, qui avait recours à la même expression, comme nous l'avons vu, pour désigner le but ultime de sa réflexion, tel qu'il la résumait en termes énergiques dans le libelle du vieillard. Nous avions alors rappelé, et nous l'avons revu plus récemment dans notre séminaire, que le concept de voie véritable était central pour ces deux penseurs, le tout étant bien sûr de savoir ce dont il s'agit exactement. On s'en souvient, Norinaga avait écrit, je cite, « Les gens de notre époque, Imanoyo no Shito », et vous voyez tout de suite, n'est-ce pas, en haut la citation de Motoori Norinaga, même quand on ne comprend pas le japonais, et en dessous la citation de Nakamoto, donc, qui le précède dans les générations. Les deux commencent par le caractère ima, n'est-ce pas, de nos jours, actuellement, et Norinaga commence par imanoyo, et la dernière phrase de Nakamoto, ici, vous avez aussi imanoyo, n'est-ce pas, non nihon. Vous voyez, ce sont des préoccupations très, très importantes pour ces penseurs de l'époque. C'est l'époque moderne. Ils se sentent de plus en plus en décalage avec la tradition. Donc, les gens de notre époque, Imanoyo no Shito, n'ont rien d'autre à faire pour leur conduite que d'observer scrupuleusement les augustes lois qui dominent notre époque, sans se livrer aux conduites divergentes qui ne visent qu'à se mettre soi-même en valeur et tenir la conduite qui convient à notre époque. Telle est la teneur de la voie véritable qui vient de l'âge des dieux. Jindai yori no Makoto no Michi. Donc là, le Makoto no Michi, pour lui, vient, donc la voie véritable vient de l'âge des dieux. C'est toute la différence avec Nakamoto. C'est presque littéralement ce que disait déjà Nakamoto, la citation d'en dessous. Utiliser l'écriture moderne, je traduis ima par moderne ici. Utiliser l'écriture moderne, la langue moderne, manger la nourriture moderne, porter des vêtements modernes, utiliser le mobilier moderne, vivre dans des habitations modernes, suivre les mœurs modernes, respecter les lois modernes, se mêler à ses contemporains, ne pas faire le mal, pratiquer le bien. Cela constitue la voie véritable. Et c'est aussi la voie qui doit être pratiquée dans le Japon moderne. Imanoyo no Nippon. Je l'avais cité il y a 2 ans. Donc nous avons relevé dans le séminaire déjà la savoureuse allusion de Nakamoto à la stance des préceptes universels des 7 Bouddhas. Lorsqu'il dit « ne pas faire le mal, pratiquer le bien », c'est en réalité une citation crypto-bouddhique, n'est-ce pas ? C'est cette fameuse stance des 7 Bouddhas. Alors, on dit les 7 Bouddhas du passé aussi, mais vous verrez que Nakamoto parle des 6 Bouddhas, c'est-à-dire les 6 Bouddhas qui ont précédé Shakyamuni, et Shakyamuni étant le 7e. C'est cette sentence que nous reverrons tout à l'heure, n'est-ce pas ? Ne faites pas les différentes pratiques de mal, consacrez-vous aux différentes pratiques de bien, purifiez sa conscience, son mental, comme on dirait. Telle est la doctrine des Bouddhas. Et vous voyez qu'ici, en l'extrayant complètement de tout contexte religieux, Nakamoto ne fait que citer ça. Alors, qu'il ne s'agisse pas d'une rencontre fortuite, bien sûr, cette citation, mais bien d'une citation éprouvée par la lecture Kundoku qu'il fait ici. Ainsi, le précepte moral de la voie moderne n'est-il rien d'autre que le précepte universel des 7 Bouddhas du passé. Enfin, on parle souvent des Kako Shichibutsu, mais on inclut Shakyamuni dans la mesure où, en fin de compte, Shakyamuni est du passé pour nous aussi, bien qu'il soit le Bouddha de ce monde actuel. Ainsi, le précepte moral universel de la voie moderne n'est-il rien d'autre donc que le précepte universel des 7 Bouddhas du passé.
Kato Shuichi, dont nous avons vu ce grand historien de la littérature de la fin du... Enfin, il est mort il y a une dizaine d'années, je pense. Donc Kato Shuichi cite par ailleurs dans son article un bref passage de Norinaga qui confirme bien qu'il avait lu attentivement, que Norinaga donc avait lu attentivement le Shutsujo Kogo, les propos au sortir de la concentration, ce qui ne saurait nous surprendre. On savourera tout de même l'ironie de ce que nous avons appelé le départ du bouddhisme. La maxime morale de base prônée par Nakamoto est certes fondamentale, mais elle a sa source dans le bouddhisme, et c'est la reprise même de l'énoncé chinois camouflé par le Kundoku qui l'indique sans ambiguïté aucune. Et d'ailleurs, il la reprendra explicitement plus bas dans le même texte, au paragraphe 8, en la rendant bien au Bouddha cette fois. Permettons-nous donc de saluer encore une fois l'efficacité de ce décalage wakan. Vous voyez encore une fois, il écrit en japonais, il met tout en japonais, donc on a l'impression que c'est une sentence qui vient du fond d'un passé mémorial japonais. Simplement, il a fait le décalage, ce décalage wakan entre le japonais et le chinois, qui permet aux japonais de se remettre dans leur propre monde linguistique, n'est-ce pas, pour le faire apparaître en une fraîcheur renouvelée dans la langue japonaise. Cependant, même à l'époque en tout cas, les lecteurs n'étaient pas dupes. Tout le monde connaissait cette stance, n'est-ce pas? Donc je pense que là, encore une fois, Nakamoto se moque un peu du monde. Mais nous n'insisterons pas davantage ici sur le Makoto no Michi, la voie véritable, donc, qui est l'aspect constructif de la pensée de Nakamoto, pour nous concentrer sur la partie critique de son œuvre. Avant de continuer, je vous rappelle que ce Makoto, Makoto veut dire bien sûr en japonais courant, normal et traditionnel, c'est la sincérité, l'authenticité, une sorte de droiture du cœur, tout ce que vous voulez, mais en même temps, et chez Norinaga comme chez d'autres penseurs du Kokugaku, n'est-ce pas, de la philologie nationale, Makoto se divise très bien entre ma et koto, ma voulant dire véritable, et koto, kotoba, la parole. C'est la voix véritable et la voix aussi qui est exprimée par les paroles véritables que sont les paroles énoncées, révélées dans la mythologie japonaise. Ce double sens est très présent à l'époque d'Edo. Maintenant, plus personne n'y pense, bien sûr, mais c'est pour ça que je vous le rappelle. Encore que, habitués que nous commençons à l'être par la lecture des préfaces au double langage que manie notre penseur, il y a de grandes chances que sa voix véritable soit elle aussi une fiction morale, une sorte de plaisanterie à double sens. Bien que ce ne soit certainement pas ainsi que Norinaga, lui, lecteur de Nakamoto, l'ait comprise. Il l'aura prise très au sérieux, en la remettant bien sûr dans la perspective de l'âge des dieux, du Shindai Kaminoyo. Nous devons donc nous tourner à présent sur ce que Nakamoto avait à dire des trois religions ou doctrines. Kyo, je ne reviens pas là-dessus. Vraiment, c'est interchangeable dans notre contexte. Les trois religions correspondent en Chine les trois doctrines, les trois enseignements, Kyo, Hoshie, correspondent aux trois grandes traditions religieuses chinoises. Je le répète encore une fois, donc le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme. Et nous allons voir ici le tour de passe-passe que fait Nakamoto. Enfin, nous allons revoir plusieurs fois dessus. Nakamoto remplace le taoïsme par le shinto, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il est sans doute le premier dans la tradition japonaise, tout en gardant ce paradigme, comme on dirait maintenant, chinois, à le réorienter dans la culture, dans la civilisation japonaise. Alors, il nous semble être de bonne méthode de commencer par les analyses du libelle du vieillard, donc du Okina no Fumi, tout d'abord en raison de la concision du texte, ensuite parce que Nakamoto se livre à une analyse systématique et parallèle des trois doctrines, en élaborant une grille critique dont il entend à l'évidence faire un instrument de disqualification des prétentions des grands systèmes religieux
et dogmatiques qui dominent le Japon, et en particulier le Shinto. Nous reviendrons là-dessus, son changement de paradigme n'est pas innocent. Nous allons examiner ces critiques en suivant les 3 points principaux qu'il définit. Tout d'abord, l'inadéquation des 3 doctrines, y compris le Shinto, ce n'est plus le taoïsme, au Japon actuel. Ensuite, la mise en lumière des processus historiques clairement discernables, selon lui, qui révèlent que les prétentions de ces systèmes sont des constructions artificielles. Et enfin, la dénonciation, nous le verrons dans 2 semaines maintenant, enfin la dénonciation des principaux vices ou manies intellectuelles, on pourrait dire péchés mignons, ksé en japonais, de ces 3 doctrines, dont chacune sacrifie à une tendance irrésistible, conditionnée par son histoire et son origine, contre laquelle elle ne peut rien, mais dont ceux qu'elle cible, en l'occurrence les Japonais, ne doivent pas être dupes. C'est d'ailleurs la voie véritable qui les en délivrera, la voie véritable étant l'antidote de ces 3 doctrines. Voyons tout d'abord le premier point, qui est une sorte de prémonition d'une théorie du milieu, n'est-ce pas, ou des climats à la Hippolytaine. C'est le point de départ de toute la réflexion de Nakamoto. Je vous cite ici. Excusez-moi. Oui, lorsqu'il parle des 3 voies des divinités du confucianisme, j'ai interverti parce que c'est du confucianisme et du bouddhisme, les gens d'aujourd'hui comprennent qu'elles sont à mettre en relation avec les 3 pays. Excusez-moi, oui, excusez-moi, j'avais oublié que... Oui, j'ai oublié, je vais vous faire cette petite remarque à propos du confucianisme. Je crois que je vous l'ai dit la dernière fois. Vous savez que c'est un terme, le terme traduire « je » par confucianisme est très critiqué maintenant dans les milieux sinologiques. Bon, pour le Japon, ça va parfaitement. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'état d'âme dans la tradition japonaise, puisque l'origine du confucianisme dépasse de loin l'histoire japonaise, n'est-ce pas ? On remarque, évidemment, le terme existait à l'époque de Confucius. Le terme « je ». Je vous ai cité le paragraphe 13 du livre 6 des Entretiens de Confucius, vous voyez, où il dit ne sois pas le je, ne sois pas le je d'un... soit le je plutôt d'un homme sage, ne sois pas le je je dirais presque d'un minus abins, n'est-ce pas ? Alors évidemment, on ne peut pas traduire par confucianiste à l'époque. Il faudrait traduire par lettré. Alors, je ne crois pas avoir fait déjà cet aparté, mais je pense quand même qu'il faut, pour ce qui est de l'origine du terme Confucius, je me propose de poursuivre la réflexion par ailleurs. Il faut bien voir que, comme vous le voyez, il a la clé de l'homme à gauche, n'est-ce pas ? C'est ce caractère. C'est ce caractère-là, n'est-ce pas, entre autres. Il a la clé de l'homme, mais quand on enlève la clé de l'homme, on obtient un caractère qui a plusieurs sens, mais dont un sens me paraît très intéressant, c'est le sens indiqué par la lecture explicative japonaise, motomu. Motomu qui est au sens de demander, chercher. Et à ce moment-là, on aurait quasiment dans l'étymologie du mot confucianiste un peu ce que l'on a en grec avec les sceptiques. Les sceptiques ne veut pas dire les gens qui sont sceptiques, n'est-ce pas, mais sont les chercheurs. C'est-à-dire ce sont les sages qui cherchent une solution au problème de l'existence. Et alors, on aurait une coïncidence de peut-être presque naturelle, de désigner une certaine corporation de gens qui se seraient consacrés à la recherche de la voie et qui deviendront après les confucianistes. Je pense que c'est
une idée plus intéressante qu'une autre idée qui se fait jour en ce moment sur ces premiers jeux, n'est-ce pas, comme des sortes de chamans. Bon, alors c'est très à la mode de parler des chamans, mais je ne sais pas si c'est bien. Enfin voilà, mais je tenais à vous faire part de cette idée. Je pense qu'elle est vraiment à creuser. Alors je repars de ma citation. Lorsqu'il parle des trois voies des divinités, du confucianisme et du bouddhisme, donc pas de problème pour nous, n'est-ce pas, confucianistes, les gens d'aujourd'hui comprennent qu'ils sont à mettre en relation avec les trois pays, l'Inde, la Chine, le Japon. Ils soutiennent qu'ils sont toutes trois en accord unanime, ou bien qu'ils s'opposent mutuellement. Mais la voie que l'on peut nommer la voie des voies, alors Michito Yubeki Michiwa, je l'ai fait remarquer pour leur séminaire, là encore on a une allusion plaisante évidemment à Lao Tzu, au Tao Te Ching, au livre de la voie. Michito Yubekiwa, comme le dit le kundoku traditionnel, c'est une citation tacite aussi, vous voyez, Nakamoto se prend pour Lao Tzu en quelque sorte. Mais la voie que l'on peut nommer la voie des voies, il joue bien sûr, est distincte de celle-là. Il faut se rendre compte que les voies de ces trois religions ne sont en rien conformes à la voie véritable. En voici une raison. Le bouddhisme est voie de l'Inde, le confucianisme de la Chine. Les pays étant différents, ils ne peuvent être voie du Japon. Le Shinto est certes japonais, mais il est d'un autre temps et n'est pas voie actuelle. Ima no yo no michin yarazu. Vous voyez, encore une fois, Ima no yo. L'originalité de Tominaga Nakamoto, que l'on a vu pourtant éduqué au sein d'académies confucianistes, éclate ici. Il invoque les différences géographiques et chronologiques pour réfuter la pertinence des trois voies. Ce qui l'intéresse, c'est son époque. Il poursuit donc, qu'elle soit d'un autre pays ou d'un autre temps, une voie est toujours une voie, dira-t-on. Mais le terme même de voie signifie originellement ce qui est praticable. Okonawa dodo yori idetaru kodo. Alors, Okonawa dodo, vous voyez, encore une fois, il joue sur le double sens du mot chinois, toujours pareil, n'est-ce pas? Le terme chinois pour le caractère ko que l'on voit ici peut se lire yuku ou okonau, n'est-ce pas? C'est-à-dire donc aller ou pratiquer. Aller sur une voie, c'est la pratiquer, bien sûr, mais il prend ici le sens de okonau, il prend ici la lecture okonau avec le sens de yuku derrière. Vous savez, là encore, c'est une ambiguïté qui remonte encore une fois à Confucius, pour changer, n'est-ce pas? Sanni areba kanarazu, sanni yukeba kanarazu wagamichi adi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ou bien sannin okonau, alors yukaba ou yukeba, ou sannin okonawaba kanarazu wagashi adi. S'il y a trois hommes qui marchent ensemble, c'est la plupart du temps, c'est ce qui est la compréhension des Chinois actuels, il y aura forcément parmi eux mon maître. Mais ça veut dire aussi, s'il y a trois hommes qui agissent, il y aura parmi eux mon maître, c'est-à-dire que les actions de ces trois hommes, je les comparerai, et de ces trois, je trouverai forcément quelqu'un dont je puisse faire le modèle. Alors, vous voyez, tout est... Donc le terme on voit que Nakamoto, évidemment, parce que tout le monde connaissait ça à l'époque, bien sûr. Mais le terme même de voie signifie originellement ce qui est praticable. Or, une voie non praticable, vous voyez, j'essaye de garder une voie non praticable ne peut être la voie véritable. Et l'on se doit de dire que ces trois voies ne sont point praticables pour le Japon d'aujourd'hui. Encore une fois, Imanoyo no Nipponni. Après ce préambule, Tsuki se lance dans une critique mordante de chaque doctrine, en quelques lignes percutantes où se révèle son ironie redoutable. Alors c'est un peu rabelaisien aussi, mais avec quand même une certaine pudeur. Donc, toute l'affaire des religieux bouddhistes, n'est-ce pas,
alors, il les appelle Busha, Jusha, etc. C'est un terme ici très péjoratif, n'est-ce pas, je ne sais pas, les boudastres, quelque chose comme ça. Il l'emploie systématiquement. Bon, je n'ai pas cherché à trop surcharger. Donc, toute l'affaire des religieux bouddhistes est d'imiter l'Inde, de pratiquer pour soi et d'assurer le salut d'autrui. Alors là aussi, c'est quelque chose je pense qu'à l'époque, tout le monde le discernait, mais honore homo osame, shito homo kedo suredomo, n'est-ce pas? C'est Jigyo Keta, je ne pense pas vous l'avoir remarqué, non? Jigyo Keta, c'est-à-dire, c'est la description même de la voie de Bodhisattva. La pratique de Bodhisattva, c'est ça, n'est-ce pas? Le Bodhisattva pratique pour lui-même, Jigyo Keta, et il convertit et sauve les autres pour accumuler des mérites, pour devenir Bouddha. Alors vous voyez, d'un mot, il expédie ça. Toute l'affaire des religions bouddhistes est d'imiter l'Inde, de pratiquer pour soi et d'assurer le salut d'autrui. Mais il n'y a plus d'exemple de prédicateurs qui aient recours à la langue brahmique, ni d'ailleurs d'auditeurs qui puissent entendre leur discours. La langue brahmique, la langue de l'Inde, Bongo, n'est-ce pas, c'est-à-dire le sanskrit. À plus forte raison, serait-il impensable que l'on essayât de tout faire à l'indienne sans changement aucun, depuis le mobilier usuel jusqu'à l'architecture des maisons. Remarquons un point fondamental. Celui qui voudrait vraiment se mettre à l'école des bouddhistes se devrait d'étudier la langue brahmique, le bongo. Nakamoto, et bien sûr, comme vous pouvez le prévoir, c'est l'un des thèmes de ce cours, Nakamoto a donc pleine conscience du fossé créé par la différence des langues. S'il ne connaît pas le sanskrit, son étude approfondie des textes bouddhiques l'a mené à mesurer l'incommensurabilité du sanskrit et du chinois d'une part, et de cette langue avec le japonais de l'autre. Nous sommes donc loin des idées de J.N., vous vous souvenez, sur le même sujet. J.N. qui soutenait que le japonais et le bongo entretenaient une relation spéciale par-dessus le chinois. Là, évidemment, ça ne joue pas pour Nakamoto. Il ne marche pas là-dedans. Donc, et il va renforcer le point avec son humour implacable. Dans les contrées de l'Inde, la manière de se saluer consiste à se découvrir l'épaule droite et à joindre les mains, tandis que la politesse exige que l'on découvre genoux et cuisses. C'est pourquoi tel sutra parle de chevilles et genoux dénudés et de cryptorchidie. Excusez-moi. Voilà. Alors, la cryptorchidie, c'est ce terme, n'est-ce pas? Vous savez, dans les marques du corps de Bouddha, le Bouddha est certes un homme, un ningen, n'est-ce pas? Mais il est quand même un Mahapurusha, n'est-ce pas? Et il a toutes sortes de caractères physique qui le distingue des humains, en particulier ce qu'on appelle la cryptorchidie, qui traduit ce terme chinois. Je vous laisserai chercher dans le dictionnaire si vous ne le comprenez pas, mais évidemment c'est un peu, comme je vous le disais, rabelaisien. Donc, alors, tel sutra parle de chevilles et genoux dénudés et de cryptorchidie, et là Nakamoto joue le naïf, n'est-ce pas, considérant ainsi qu'il est licite de montrer les parties honteuses sans en rien dissimuler. Les bouddhistes ne devraient donc pas craindre d'agir d'eux-mêmes. Voyez, on imagine le tableau. En mettant en avant l'un des aspects les plus bizarres de l'anatomie canonique du Bouddha, Chuki, j'appelle indifféremment Nakamoto ou Chuki, n'est-ce pas, puisque bon, je ne reviens pas là-dessus. Chuki a beau jeu d'en montrer l'incongruité pour le Japon. Il dirige ensuite le feu de son ironie contre le confucianisme. Seconde citation. De même, puisqu'en Chine, la viande constitue le mets principal, nos confucianistes devraient élever porcs et moutons, horrible pour le Japon de l'époque, et en faire leur nourriture quotidienne. Ils devraient réfléchir à l'agencement de leur menu en suivant les instructions du chapitre des règles domestiques du livre des rites, le Raiki, enfin je ne reviens pas là-dessus. Les mariages devraient s'effectuer selon la coutume de la quête de la fiancée, le marié allant chercher sa fiancée dans la famille de celle-ci. Tandis que les repas de funérailles devraient se tenir en présence d'un substitut du défunt, celui qu'on appelle le cadavre et qui joue le rôle qui joue pendant le repas le rôle du défunt qui revient en présentiel, comme on dirait. Pour l'habit, il devrait porter la robe et se couvrir le chef d'un bonnet de lettré.
Vous avez tous en tête les bonnets de lettrés chinois, n'est-ce pas? Il est ici encore fort révélateur que Zhuqi parle d'abord de la consommation de viande et pis encore de l'élevage de bétail comme trait principal et répugnant du confucianisme chinois. Je renvoie à ce sujet ce petit livre absolument délicieux que vous devriez lire parce qu'il ne coûte pas cher, il est très court, de Louis Freuch, n'est-ce pas, dans son traité, le traité sur les contradictions des mœurs entre Européens et Japonais, donc écrit autour de, autour de 1600, donc c'était en 1585, où il montre, où il décrit justement la répugnance qu'ont les Japonais pour le fait d'élever des animaux domestiques pour les abattre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est une sorte de trahison, une trahison de l'animal. Ils font partie de la famille. Il y a un moment. La consommation de viande n'était pas illicite au Japon à l'époque, mais c'était la viande de gibier. On chassait la viande, mais on n'élevait pas un animal pour le tuer. Alors, le bouddhisme y est pour beaucoup, puisque c'est une évolution. On a des exemples de sacrifices d'animaux à époque très ancienne. Il y est pour beaucoup. Le Shinto aussi, qui a horreur du sang, comme on disait de l'Église autrefois, n'est-ce pas? Abhorret sanguine. Donc, il y a les deux, mais vous voyez que Nakamoto, c'est la première réaction de Nakamoto. Et alors aussi, bien sûr, l'inévitable étrangeté de coutumes exotiques, mais qui ont ceci d'extravagant qu'elles constituent l'environnement naturel des doctrines auxquelles les confucianistes consacrent leur vie et leur étude. Par exemple, la question du deuil, le deuil est minutieusement réglementé dans la société chinoise réglée par le confucianisme, et au Japon, chez les confucianistes, les lettrés confucianistes japonais de l'époque d'Edo, c'était un grand problème. Est-ce qu'il fallait assurer 3 ans de deuil selon le degré de parenté avec la personne? Enfin, c'était des questions qui ne gênaient que les confucianistes. Évidemment, le reste de la société avait d'autres choses à faire. Qu'attendent donc leurs émules japonais pour les imiter jusqu'au bout? S'ils étaient fidèles à leurs idéaux et à leurs modèles, il leur conviendrait de changer radicalement d'allure. Mais prenons garde à une remarque importante de Zhuqi qui montre la profondeur de ses préoccupations de cohérence. Nos confucianistes modernes, avec leurs tuniques et pantalons, leurs chevelures tombantes, vous avez tous aussi en tête d'après les films, n'est-ce pas, les extravagants, je vous parlais des excentriques japonais, dont beaucoup étaient aussi confucianistes, et certainement c'est à eux qu'il fait allusion. Donc nos confucianistes modernes n'ont pas conservé grand-chose de l'aspect chinois, mais surtout les lettrés, encore une fois, ces préoccupations linguistiques, mais surtout, les lettrés se devraient d'utiliser la prononciation et l'écriture chinoise, sous-entendu ancienne. La première présentant de nombreuses variétés, la prononciation, ils devraient adopter le dialecte du pays de Lu, à l'époque des Zhou. Et la seconde étant fort diversifiée, l'écriture chinoise, c'est aux styles archaïques, ce qu'on appelle le grand sigillaire, n'est-ce pas? Ici, Chubun ou Daiten, n'est-ce pas? Et l'univers. Alors Kato, n'est-ce pas? Vous voyez que ça veut dire le tétar, n'est-ce pas? Otama Jakuchi. Le grand sigillaire est l'écriture dite tétard, parce que cette écriture tétard que vous voyez qui s'écrit avec un je ne pense pas qu'elle soit si ancienne que cela, mais qui s'écrit avec un pinceau épais dont on a l'impression que ce sont des espèces de petits tétards qui nagent. Le sigillaire, c'était l'un des styles traditionnels encore utilisés dans la calligraphie chinoise pour certains, d'ailleurs pour l'écriture des sceaux, comme le nom l'indique. Comme pour le cas de la langue brahmique en ce qui concerne le bouddhisme, Zhuqi se montre d'une sensibilité particulière au décalage entre les langues.
Sans nul doute appuyé sur les travaux de spécialistes contemporains de la philologie chinoise, comme en particulier Ogiu Solai, je vous donnerai je l'ai mentionné dans le cours de la semaine prochaine. Ogiu Solai, donc 1666-1728, vous voyez qu'il est c'est l'aîné de Nakamoto. Donc notre auteur peut mesurer l'écart linguistique qui sépare le chinois antique de la langue qui s'est ensuite développée en étapes successives, de même que l'écriture. On pourrait presque dire qu'il préfigure certaines tendances de la sinologie moderne, en insistant sur le fait qu'il conviendrait de lire les classiques, et Confucius en particulier, dans la prononciation restituée de Lu, le pays natal du maître, à l'époque des Zhou orientaux, donc vers le 5e siècle, et l'époque des printemps-automne, n'est-ce pas? Il va encore plus loin, et malgré le ton de dérision, il s'agit d'une observation ici encore on ne peut plus pertinente, avec la nécessité de prendre en compte les différences d'écriture, puisque l'on sait que les différentes régions chinoises avaient leur tradition graphique particulière avant que le premier empereur, Qin Shi Huangdi, n'est-ce pas, Qin Shi Huangdi, donc en 221 avant Jésus-Christ, avant que le premier empereur n'effectue une première tentative d'unification, au moins pour l'écriture de chancellerie. Il s'agit d'une véritable objection philologique, mais bien entendu, le confucianisme académique ne s'appuie que sur le corpus reçu par la tradition. Arrive enfin le tour du Shinto. Et c'est ici que Nakamoto marque une différence radicale avec ses confrères philologues nationaux, les Kokugakusha, puisque fidèle à sa grille d'interprétation, il y soumet aussi la tradition vénérée entre toutes. Et il n'est pas sans intérêt de remarquer que c'est la doctrine japonaise, n'est-ce pas, parmi les trois doctrines, qui est abordée en dernier lieu, contrairement à ce qui se trouve dans les grands textes sur les trois doctrines qui culminaient avec le bouddhisme. Ici, il s'agit plutôt de désamorcer l'indignation en la préparant. Excusez-moi, Ah oui, voilà. Alors, venons-en au Japon, sate, n'est-ce pas? Sate mata nihon no. Venons-en au Japon. Dans l'Antiquité, le rite voulait que pour saluer autrui, l'on frappât dans ses mains et fit 4 inclinaisons, que l'on disposait la nourriture sur des hirade, des feuilles de chêne formant plateau, que l'on chanta pendant les deuils en retenant ses larmes et qu'à la levée du deuil, on alla se purifier dans l'eau courante. Il importe donc que ceux qui se consacrent aux divinités nationales se conforment avec application à ces anciennes manières, sans s'en écarter le moins du monde. Puisqu'à l'époque des dieux n'existait ni or ni argent, ni aucune des monnaies actuellement en usage, il va de soi que ceux qui se consacrent aux divinités nationales devraient complètement renoncer à ces superfluités. Quant aux vêtements mêmes, lesquels viennent de Chine, ainsi que leur nom l'indique, il serait bon qu'ils en abandonnassent l'usage. Relevons donc toujours l'esprit drôlatique de Nakamoto. Pour le bouddhisme, il proposait de suivre l'exemple exhibitionniste indien, enfin qu'il reconstitue, n'est-ce pas? À présent, il recommande aux shintoïstes intègres de renoncer à tout vêtement, puisque le terme usuel de vêtements, n'est-ce pas, vous voyez ce qui est ici, voilà, gofku. Alors, c'est une combinaison chinoise, enfin, je veux dire une combinaison de caractères chinoise, mais qui n'existe pas en chinois. Elle n'est qu'en Chine, elle n'existe qu'au Japon dans le sens de vêtements. Et comme vous voyez, ça veut dire vêtements du royaume de Wu, du sud de la Chine, n'est-ce pas? C'est simplement parce qu'à un moment, le textile, une partie du textile de bonne qualité était importé de Chine, et on l'appelait d'ailleurs, la lecture kun précède la lecture on, et on parlait de kude hatori, n'est-ce pas? C'est-à-dire les textiles qui venaient de kude. Alors kude s'écrit souvent avec ce caractère go, mais ça ne veut pas forcément dire le sud de la Chine. Je ne vous renvoie pas au... je suis tout à fait là... Alors je suis peut-être l'un des derniers à le faire, mais l'explication de Charles Hagenauer, pour qui kude, qui évidemment avec le jeu de mots avec kude, shino kude, n'est-ce pas, voulait dire à la fois le royaume
de Wu, mais désignait l'Occident en général, l'Occident pour les Chinois étant la Corée et la Chine. Donc, on dirait Corée et Corée, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, ça veut dire simplement, ça désignait le textile, et puis ensuite Gofuku. Alors voilà, donc si on veut être vraiment japonais, eh bien, il faut se balader en caleçon, je dirais, s'ils veulent suivre leur doctrine avec sincérité. Et toujours en suivant sa grille, Chuki en vient à la langue, pour le langage aussi, que l'on apprenne l'antique langue de l'époque des dieux, que l'on dise. Alors, il donne une suite de mots rares et archaïques japonais, n'est-ce pas? Que l'on dise kazo pour père, iroha pour mère, ore pour vous, ore voulant à son époque, enfin, comme maintenant, signifiant d'abord soi-même, n'est-ce pas? Shiraha pour vêtements, haha pour serpent, atsushi pour malade, et ainsi pour tout. De même pour les noms propres, auxquels il faudrait ajouter toujours. Pardon, c'est là, oui. Ce sont les noms propres, n'est-ce pas? Nanishiko, Nanihime no Mikoto, n'est-ce pas? Divine dame et divin seigneur à tous les noms propres. En énumérant quelques vocables archaïques, donc, Chuki donne la mesure de ce qui sépare les Japonais d'eux-mêmes, en quelque sorte, lorsqu'ils entendent retrouver une pure tradition autochtone non entachée d'apports étrangers. Il va sans dire que mettre ainsi le japonais ancien au même niveau que le sanskrit et que le chinois, comme étant au-delà de l'horizon intelligible des japonais modernes, ne peut apparaître que comme blasphématoire presque à ses confrères du Kokugaku. Nous disons ses confrères, mais nous voyons bien que rien ne permet de situer Chuki pleinement dans ce mouvement, si ce n'est le rejet des deux premières voies. Donc les gens du Kokugaku, pour lesquels c'est précisément la redécouverte et la remise en lumière de ces anciens vocables. C'est une grande partie du travail de Norinaga, n'est-ce pas, qui a travaillé sur le Manyoshu, qui a travaillé sur le Kojiki, etc., pour retrouver les mots authentiques du japonais. Chuki dit, mais on ne les connaît pas, on serait ridicule de les réutiliser. Donc et pour eux, c'est l'une des premières étapes pour remettre les Japonais sur la voie véritable, en faisant apparaître dans le Makoto no Michi, le sens que je vous signalais tout à l'heure, la voie des mots véritables. Alors, vous voyez nous voyons comment cette esquisse rapide et admirablement structurée du vieillard, du Okina no Fumi, est efficace et dévastatrice. Elle nous fournit en même temps une très claire démonstration de la méthode de Nakamoto. Souvenons-nous de ce que nous dit l'une des préfaces qu'on a bien vues. Le vieillard est-il Nakamoto? Nakamoto est-il le vieillard? N'est-ce pas? On ne sait pas, mais bon, on voit bien qu'il en est très proche. Il semble être persuadé d'avoir trouvé le mécanisme dans sa grille, n'est-ce pas, des trois doctrines, qui fonctionnent toutes trois de la même façon, pour le meilleur et pour le pire. L'insolite et l'insolent est que le vieillard fait d'abord fond sur les deux doctrines exogènes, un des Chines, pour révéler que le Shinto lui-même, l'intime de l'intime des Japonais, n'est pas mieux loti dans sa reconstruction, puisqu'il en ressort qu'il se trouve aussi excentré que le bouddhisme et le confucianisme. Mais Nakamoto est malgré tout conscient de sa hardiesse. Aussi va-t-il trouver un subterfuge pour échapper aux accusations d'iconoclasme qu'il anticipait peut-être, et dont Kato Shuichi fera bien plus tard un compliment. Je vais citer son article la dernière fois. Aussi, en son propre nom, et c'est une technique récurrente, comme on dit maintenant, n'est-ce pas? Aussi, dans tout le texte, en son propre nom, insère-t-il après chacune de ces dénonciations des trois doctrines une glose marginale qui présente un double message, l'un consignant à l'égard de son sujet, les trois doctrines, l'autre accusateur, mais à l'égard des Japonais qui s'efforcent de se mettre de façon ridicule à l'école de préceptes inadaptés. Dans ces remarques, Nakamoto se laisse encore aller à son mode de réflexion habituel exprimé en grille parallèle. Voici donc ce qu'il nous dit d'abord au sujet du bouddhisme. Alors, vous voyez, la citation est en chinois, mais je vous la donne telle quelle.
Quand bien même, donc c'est le Bouddha qui parle, là, le chinois étant la langue du Bouddha pour le Japon, n'est-ce pas? Quand bien même il s'agisse de l'un de mes préceptes, le chinois classique, s'il est tenu pour impur dans une autre contrée, il n'y a pas faute à ne pas l'appliquer. Vous voyez, dans ce texte, c'est un texte qui vient sans doute du Gobun Ritsu, hein, la discipline en 5 parties, qui est un corpus fondamental des commandements bouddhiques. Voici ce que dit donc le Bouddha. Quand bien même il s'agisse de l'un de mes préceptes, s'il est tenu pour impur dans une autre contrée, il n'y a pas faute à ne pas l'appliquer. On n'embête pas les gens avec des coutumes auxquelles à l'égard desquelles ils auraient une aversion. Quand bien même il ne s'agisse pas de l'un de mes préceptes, s'il est tenu pour pur dans une autre contrée, il y a lieu de l'impliquer. Ce qui indique que le Bouddha n'enseigne nullement qu'il faille changer les coutumes d'un pays pour imiter celles de l'Inde. Et vous voyez que nous avons, c'est Nakamoto qui parle ici et qui utilise encore Fuzoku, et qui est vraiment un thème constant de réflexion, c'est-à-dire les mœurs, les coutumes, la façon de vivre, le mode de vivre, que l'on a vu déjà, c'est l'un des thèmes principaux de la réflexion de Jien autour de 1200. Jien s'interroge sur la différence des coutumes, alors lui entre la Chine, avant tout entre la Chine et le Japon, et puis l'Inde derrière. Donc cela rappelle beaucoup donc, les commentaires de Jien sur la comparaison des mœurs des trois royaumes un demi-millénaire plus tôt. Mais en disculpant le Bouddha, Nakamoto transfère la faute sur les Japonais eux-mêmes. Shikaruni Nippon no Bussha, encore une fois ce Bussha un peu péjoratif, n'est-ce pas? Ainsi donc, quand nos bouddhistes s'efforcent d'imiter l'Inde en toutes choses et suivent des pratiques peu adaptées au Japon, ils ne font que s'écarter de la voie du Bouddha. Kono kuni ni fusou naru, sawashikunai. Fusou naru koto o nomi okonau. Ils ne font donc que s'écarter de la voie du Bouddha. Et le vieillard n'aime pas ces façons, et Choro Azamuku, n'est-ce pas, et les tourne en dérision, la dérision, n'est-ce pas, c'est vraiment le mode de rhétorique de Nakamoto. Le modèle posé, les deux autres gloses font suivre le même double mouvement, avec Nakamoto qui en profite à chaque fois pour ridiculiser ses contemporains. Voici donc le confucianisme tempéré. Là aussi, face au confucianisme, n'est-ce pas? Donc, le premier caractère ici, ce caractère so, là, il faut le lire ici, motoyori. Donc, il est dit, face à des barbares, comportez-vous en barbares. Et il est dit aussi que le rite, c'est se conformer aux mœurs. Ce sont des citations abrégées de l'invariable milieu, Jongyong, n'est-ce pas, Chuyo, et puis sans doute du Daigaku, de la grande étude. De même, dit-on, Yu le Grand, on revient, ce sont les souverains mythiques, ce sont les souverains mythiques de la Chine. Nous reviendrons là-dessus la semaine prochaine. De même, dit-on, Yu le Grand se dénuda l'épaule, Katanugi, n'est-ce pas, pour pénétrer dans la contrée des hommes nus. Bon, il ne se met pas complètement nu, mais il se dénude quand même les épaules, peut-être même. Tout cela montre qu'il n'entre nullement dans le propos des confucianistes chinois de bouleverser les coutumes d'un pays pour lui imposer l'imitation des mœurs chinoises. Ainsi, même les textes classiques chinois confucéens admettent l'adaptation aux circonstances. Le confucianisme n'est pas blâmable en lui-même. Et Shikaruni Nippon no Jusha. Alors vous voyez, Jusha est un terme tout à fait neutre, alors que Busha l'est beaucoup moins. Mais il aligne toute la nomenclature. Aussi, lorsque nos confucianistes japonais s'efforcent de faire régner en tout la manière chinoise et pratiquent exclusivement un mode de vie étranger à notre pays, ils ne font que s'éloigner de la vraie voie de Confucius. Makoto no Judo. Alors bon, vous voyez, mais il n'y a pas Confucius dans Judo, oui, mais pour les Japonais, si quand même. Ils ne font que s'éloigner de la vraie voie de Confucius.
Savourons l'ironie de l'expression Makoto no Judo, la véritable voie du confucianisme, décalque de son Makoto no Michi, expression qu'il va bientôt réutiliser pour le Shinto. Il est prescrit de ne pas tourner la gauche en droite, ni la droite en gauche. Bon, je ne sais pas trop d'où ça vient. Le Hidari, en face de Hidari, Migi est lui ici, Migiri, n'est-ce pas, hein, dans un archaïsme de langage. Il est prescrit de ne pas tourner la gauche en droite, ni la droite en gauche. Aussi, le Shinto ne prône-t-il pas la transformation des coutumes du temps, ni leur retour à l'Antiquité. Il a beaucoup moins d'arguments, il n'a pas la même solidité d'arguments que pour le confucianisme et le bouddhisme. C'est lui qui les invente, là. Mais, encore une fois, il fait sa grille, n'est-ce pas? Dès lors, le Shinto, vous voyez, il va donc ce shikaruni est un peu boiteux. Dès lors, le Shinto actuel, qui prend en tout modèle sur le passé et se complaît dans les pratiques étranges et singulières, n'est pas plus conforme à la voie. C'est pourquoi, nous reviendrons là-dessus, c'est pourquoi le ministre Nonomiya, bon, je n'insiste pas là-dessus, a dit du Shinto, c'est un personnage contemporain, il est mort en 1711, a dit du Shinto moderne qu'il n'était que rituel et non plus voie des dieux. C'est ça qui est important. Makoto no Shinto niwa arazu, et n'est plus la véritable voie des dieux. Donc vous voyez que vous aviez Makoto no Judo, et ici vous avez le Makoto no Shinto. On voit que Nakamoto peine quelque peu à trouver une citation qui s'apparente aussi clairement à celle qui démontre l'adaptabilité des deux doctrines continentales. Ce qui explique qu'il s'en prenne directement au Shinto actuel et son goût pour la bizarrerie rituelle, tout en invoquant le jugement d'un érudit de son époque. Il conclut en résumant sa critique globale fondée sur sa grille de lecture. Makotoni, n'est-ce pas? Encore une fois, ce Makoto est mais ici il l'utilise comme un verbe, véritablement, en vérité, je vous le dis, je pourrais dire, n'est-ce pas? Il est bien vrai que de nos jours ne subsiste plus que le simple jeu Tawamude, n'est-ce pas? Vous voyez, il emploie ce mot de Tawamude Goto, le simple jeu des rites shinto, des rites confucianistes, des rites bouddhiques, et qu'il n'y a plus de véritable voie des dieux, des clercs confucianistes, si on pourrait traduire jeu par clerc, du Bouddha. S'il n'y avait pas eu ces propos du ministre ni l'opuscule du vieillard, il est peu probable que j'en fusse venu moi-même à penser ainsi. Alors là, c'est Nakamoto qui parle, n'est-ce pas? Il dit oui, je suis obligé de me rendre à l'évidence de ce qu'il dit. Bon, il joue à l'innocent, n'est-ce pas? Le terme de jeu, Tawamude Goto, qu'il utilise pour caractériser les pratiques, Jin, n'est-ce pas, Shinji, etc. Vous avez un ministère qui est le Jinjibu, c'est Jingibu, mais qui s'occupe des Shinji, c'est-à-dire des affaires des dieux, désigne tout ce qui est application concrète de ces religions, de rituels en particulier. Donc ce terme est significatif. On ne peut simplement plus les prendre au sérieux dans le monde japonais moderne. Aucune de ces voies n'est plus authentique, Makoto, dans sa propre catégorie. On pourrait d'ailleurs se demander si Nakamoto, si fin connaisseur du bouddhisme, n'a pas en tête la notion de loi de semblance, Zokyo. Parce que moi, je ne vous ai pas donné le caractère, mais c'est le zo de gazo, n'est-ce pas, l'image. Vous savez que dans le bouddhisme, enfin, c'est un peu, je simplifie, mais dans les textes bouddhiques, en tout cas, le Bouddha parle de la transmission de sa doctrine de façon toujours, enfin, souvent un peu pessimiste, de sa doctrine, du dharma, parce que n'oubliez pas que pour le Bouddha, la doctrine du Bouddha n'est pas sa doctrine, contrairement à ce que Nakamoto va nous démontrer, mais que c'est le principe même du monde, n'est-ce pas, le mécanisme de l'univers. Et donc, la révélation du Bouddha consiste simplement à dévoiler le mécanisme du monde.
et les textes bouddhiques transmettent cela. Seulement, ils vont être compris pendant une certaine période de temps, et après une période de temps, ces textes bouddhiques continueront d'être propagés, mais ils ne seront plus compris, c'est-à-dire ils ne seront plus mis en pratique. Donc la voie, la loi correcte, n'est-ce pas, Shobo, n'est-ce pas, Tadashiki Nori, la voie correcte va être transmise pendant un certain nombre de siècles. Alors, si nous parlons de celle de Shakyamuni, ce sera selon entre 500 et 1000 ans. Et puis ensuite, elle continuera d'être propagée, mais elle ne sera que propagée sans être réellement mise en pratique. Et donc, ça ne sera plus qu'un semblant de loi. Zokyo, la loi de reflet, n'est-ce pas? En sanskrit, pratirupaka, c'est vraiment la loi la contre-image, n'est-ce pas, le reflet. Et puis ensuite, vous avez la loi de la fin, ou plutôt la fin de la loi, mais on dit mappo, n'est-ce pas, le sue no nori, le monde où l'âge où la voix disparaît, presque complètement, c'est-à-dire qu'elle est complètement vidée. C'est l'époque qui commence au Japon en 1052. Alors, alors, donc Nakamoto connaît forcément tout cela, et on peut se demander s'il n'a pas en tête cette notion de loi de semblance, de Zokyo, pour ainsi décrire l'état des trois doctrines à son époque. Souvenons-vous, en effet, que dans le dogme Les trois périodes de la loi de Bouddha, l'époque de la loi correcte est suivie de la loi de semblance, qui n'est plus d'aucune utilité, mais ne donne que le reflet de la loi authentique. Et on peut considérer que le Makoto, c'est l'équivalent de Shobo, n'est-ce pas? Ce n'est certes pas une possibilité à rejeter d'emblée, d'autant plus qu'elle s'accorde tout à fait avec l'idée selon laquelle le bouddhisme serait adapté à l'Inde exclusivement, ne devenant plus ailleurs qu'un jeu intellectuel et rituel. Il en arrive ainsi à une conclusion tout à fait que j'appellerais unanimiste, n'est-ce pas? La preuve qu'il est impossible d'établir à part toute autre voie en rejetant la voie véritable est que Shakyamuni a prêché pour sa part les 5 commandements, les 10 actions de bien, qu'il a appelées convoitise, rancœur et sottise, et qu'il a appelé convoitise, rancœur et sottise les 3 poisons. Il a rassemblé sous le terme de 3 mérites le devoir de prendre soin de ses parents, de servir ses maîtres et de ne pas nuire aux êtres vivants. Et a expliqué que l'enseignement des Bouddhas consistait à ne pas faire le mal, à se consacrer à toutes les actions de bien et à purifier son esprit. Ça, c'est ici clairement donné, vous voyez, sauf la fin qui est mise en kundoku. Mais vous voyez que vous avez bien le terme, la lettre chinoise de ce qu'il donnait tout à l'heure. Donc, tandis que Confucius a prôné la piété filiale et la docilité, la loyauté et l'indulgence, ainsi que la sincérité et le respect, il désigne par ailleurs l'intelligence, la bonté et le courage par le terme de 3 vertus. Il enseigne à réprimer la colère, à freiner le désir, à corriger l'erreur et à la transformer en bien. Il explique que le sage est tranquille et son cœur est au large, que l'homme de peu est toujours accablé de soucis. Et le Shinto, alors vous voyez que concrètement, vous voyez l'amas de caractère chinois, n'est-ce pas, et puis pour résumer le bouddhisme et le confucianisme, et vous voyez que la toute dernière, il n'y a que la dernière ligne qui est expliquée, parce qu'il ne peut pas évidemment mettre sur le même pied le Shinto originel, enfin vous verrez les critiques qu'il adresse au Shinto, et ces 2 doctrines, mais il s'appuie sur cette grille pour inclure le Shinto. Et donc le Shinto, enfin, nous apprend la pureté, la simplicité et la rectitude. Je finis d'abord avant de revenir. On aurait du mal à s'opposer à un tel unanimisme. Tous ces préceptes, reconnaissons-le, c'est la morale naturelle en quelque sorte, vous voyez, enfin, plus ou moins ce qu'on appellerait la morale naturelle. Tous ces préceptes, reconnaissons-le, sont de sages sentences
conforme à la voie véritable. Makoto no michi ni mo kanai. Conforme à la voie véritable, dénués d'erreurs et se ressemblant mutuellement. De la sorte, si les adeptes des trois religions veulent bien l'admettre et s'ils s'abstiennent de se livrer à d'extravagantes shigashigashiku, ayamashiku, n'est-ce pas, kotoyo naru waza o nasazu, n'est-ce pas, s'ils s'abstiennent de se livrer à d'extravagantes bizarreries en acceptant de se mêler au monde des hommes et de partager leur vie, ce qui est très important, et de ne pas jouer de faire les zouaves, n'est-ce pas, en imitant l'Inde ou la Chine, ils seront tenus pour pratiquants de la voie véritable, Makoto no michi okonau shito ni narito mo iyubeshi. Ainsi donc, suffirait-il de peu de choses pour se délivrer de la voie des faux semblants et revenir à une voie authentique qui est en fin de compte sous-jacente aux trois doctrines. Après cette première vue d'ensemble, grâce à laquelle Nakamoto disqualifie de manière somme toute plaisante les trois doctrines comme inutiles au Japon moderne dans leurs absurdités superficielles, tout en véhiculant malgré tout une vérité profonde qui serait une sorte de morale naturelle, Nakamoto va se demander les raisons de cette dérive des religions. Et il va en trouver une explication tout simplement dans leur évolution historique et les motifs qui poussent les réformateurs religieux, pourrait-on dire, à accomplir leur vocation. Il va vite apparaître évident que c'est avant tout dans l'histoire des doctrines bouddhiques que Nakamoto puise ses arguments. C'est pourquoi nous nous attarderons quelque peu sur sa démonstration, au risque de vous lasser. Mais c'est après tout le thème même du cours de cette année. Notre iconoclaste va inclure d'emblée le Bouddha lui-même dans ce processus historique, en considérant sa doctrine, non pas, comme je viens de vous l'expliquer, non pas comme née de la découverte de la loi qui préside à la marche du monde, mais comme une réponse à ses prédécesseurs. Je vous lis ça. Les exhortations de Shakyamuni à échapper au cycle de l'existence, lui qui reconnaît pour ancêtre les 6 Bouddhas du passé et évoque le souvenir du premier Bouddha, Dipankara, n'est-ce pas, Nento Butsu, sont un dépassement donc ces exhortations sont un dépassement des opinions des maîtres hétérodoxes qui le précédèrent, ce qu'on appelle Saki no Gedo. Gedo, ici, désigne des personnes et pas des voix, n'est-ce pas? Ce sont les voix, on dit souvent aussi Rokushi Gedo, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le terme traditionnel, c'est les voix extérieures hétérodoxes, Rokushi des 6 maîtres que Shakyamuni a rencontrés au cours de ses pratiques, n'est-ce pas? Et puis c'est abrégé après en Gedo, donc qui veut dire les maîtres hétérodoxes, les maîtres d'erreur. Donc, ces doctrines sont un dépassement des opinions des maîtres hétérodoxes qui le précédèrent. Eux qui, tenant les dieux pour ancêtres fondateurs, tout ça va être repris à chaque fois, et les ancêtres fondateurs, évidemment, ce sont les dieux du Japon aussi, dans la grille japonaise, prêchaient la renaissance dans le monde des dieux en vertu des pratiques correspondantes. Le mot-clé, bien sûr, est ici le terme de dépasser, qui va être répété à chaque fois. Sono ue o idetaru, n'est-ce pas? Sono ue o izu. Surgir de quelque chose tout en le dépassant. Là encore, il joue sur la langue japonaise. Izu, et le caractère shutsu veut dire à la fois sortir, mais dépasser. C'est-à-dire que vous pouvez sortir de terre, mais aussi dépasser le monde. Un fondateur de religion se doit de dépasser en tout point ses prédécesseurs, ses maîtres successifs et donc rivaux. Contre les non-bouddhistes, les Gyedo, dont on se rappelle qu'ils furent les 6 adversaires de Shakyamuni dans les vies traditionnelles de l'éveillé, le réformateur se forge des prédécesseurs encore plus extraordinaires. Il va se référer à un Dipankara Bouddha, un Nento Butsu, qui est né et a pratiqué des milliards d'années avant Shakyamuni. Donc, contre le monde actuel, le réformateur, le novateur, se réfère à un monde extraordinairement ancien. Là, c'est pour le Bouddha. Vous voyez, il prend le Bouddha parce que c'est particulier. Confucius, ça sera un peu ça, mais ça va être beaucoup plus réduit. Quant au Japon, n'en parlons pas, mais Nakamoto en parlera. Donc,
le réformateur se forge des prédécesseurs encore plus extraordinaires que les divinités brahmaniques et autres dont se réclamaient les hétérodoxes. Bien avant les dieux, vous aviez les Bouddhas. Mais pire encore, si l'on peut dire, car Chūki fait comme si de rien n'était et se contente de remonter le cours des faits rapportés dans l'historiographie bouddhique, le Bouddha ne fait pas autre chose que ce qu'ont fait avant lui ses maîtres d'erreur, qui se sont successivement damés le pion. Et il va en faire une liste rapide avec leurs doctrines compliquées, sur lesquelles il n'y a pas lieu de nous attarder ici, puisque nous comprenons à la simple lecture qu'elles n'ont pour but que de provoquer le ricanement. Bon, je vous les donne comme ça, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Écoutez simplement la litanie des noms, n'est-ce pas? Quant aux doctrines hétérodoxes antérieures, elles s'engendrèrent elles-mêmes successivement en se dépassant. Vous voyez, c'est ce que fait le Bouddha. Ainsi, la doctrine du domaine du ni notion ni absence de notion, exposée par Udraka Ramaputra, est un dépassement du domaine de l'inexistant, exposé par Arata Kalama, et cette dernière doctrine dépassant à son tour celle du domaine de la conscience qui est antérieure, le dit domaine dépassant le domaine de l'infinité de l'espace ou du ciel des dieux souverains, encore antérieur. On peut ainsi remonter successivement les étapes jusqu'à l'opinion soutenant l'existence des 32 classes de divinité. Alors vous voyez qu'à chaque fois, vous avez toujours le terme idetaru mononari, idetaru mononari, idetaru mononari. Ça vient de là, ça sort de là et ça le dépasse. Il fait vraiment une réflexion de savante en quelque sorte. Voilà donc pour le fondateur lui-même et ce qui le précédait, c'est-à-dire les doctrines erronées que l'éveillé est venu dissiper et dépasser par ses affirmations sur la loi. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. On ne peut mettre un terme au cours de l'histoire. Et le même processus, exactement le même que celui qui a vu les maîtres d'erreur dépassés par le Bouddha, va se dérouler à l'intérieur même du bouddhisme. Et ce qui ne laisse pas que d'intriguer l'observateur impartial. Cela, pour les doctrines extérieures au bouddhisme, je cite, mais dans la doctrine même de Shakyamuni, l'élaboration du grand véhicule de la sagesse et la prédication de la vacuité par les disciples de Manjushri sont un dépassement des idées sur l'existant contenu dans les agamas, n'est-ce pas, les agongyo, n'est-ce pas, qui sont réputés être les plus anciens les plus anciens transmetteurs de la doctrine bouddhique. Donc, sont un dépassement des idées sur l'existant contenues dans les agamas établis par les disciples de Mahakashyapa, disciples directs du Bouddha. L'enchaînement est irréversible et vertigineux. La prédication de Manjushri sur la vacuité fut elle-même dépassée par l'enseignement des disciples de Samantabhadra, c'est la bande du lotus, on peut dire, qui firent le sutra du lotus, et celui de l'explication du mystère. Bon, je n'entre pas par cela, il y a des petits problèmes de... Enfin bon, passons. Enseignant le dogme de l'aspect réel des entités. Vous voyez qu'il met aussi dans le Geijin... Enfin bon, l'une des doctrines fondamentales du bouddhisme, c'est le Shōhojiso. En les faisant passer pour la prédication effectuée par le Bouddha plus de 40 ans après la réalisation de l'éveil. Vous voyez qu'il est en train d'éliminer par cette espèce de... En montrant le caractère de développement historique, de construction historique, il est en train d'éliminer tout ce qui fait le fondement de la doctrine bouddhiste au Japon de son époque. Il y a ensuite deux courts ajouts dont nous verrons la provenance. Tout d'abord, avant le petit véhicule. Ensuite, ceux qui élaborèrent l'enseignement de l'ornement de splendeur, le Keigonkyo, le firent passer pour la prédication des 14 jours suivant l'éveil et leur comparaison du soleil qui illumine de prime abord à son lever les plus hauts sommets des montagnes sert à faire passer ces enseignements pour le... Je vais vous dire à quoi ça correspond tout ça, mais c'est parce qu'il fait allusion à des choses précises, pour le tout début de la prédication du Bouddha et à dépasser ainsi les autres doctrines. Voilà, encore, il met en relief le mécanisme. Et ensuite, un épisode qui concerne l'ultime nuit de l'éveillé en ce monde, n'est-ce pas, l'épisode
sacré entre tous, la nuit du nirvana, qui reprend comme en miroir la préquelle, en quelque sorte, que nous venons de voir sur le Keigonkyo. Ensuite, ceux qui élaborèrent l'enseignement du Sutra de l'extinction suprême le firent passer pour la prédication prononcée pendant le jour et la nuit précédant l'entrée du Bouddha dans l'extinction, dans le nirvana, et leur comparaison avec la saveur du nectar provenant du lait indique bien que leur doctrine provient de l'ensemble des doctrines et les dépasse. Relevons tout d'abord le caractère franchement accusateur du vocabulaire employé. Nakamoto déclare ni plus ni moins que les plus grands sutras du bouddhisme ne sont que des fabrications, tsukuru, il emploie plusieurs fois le mot tsukuru, dont se servent, n'est-ce pas, il utilise un terme kagotsuku, qui veut dire kagotsu, alléguer, prendre prétexte de quelque chose, dont se servent les successeurs du Bouddha pour faire passer leurs propres idées visant à dépasser les stades antérieurs. Il présente donc l'évolution des doctrines bouddhiques au long des siècles comme une longue suite de contrefaçons. Nous n'avons pas ici à analyser minutieusement le contenu de ce résumé d'histoire doctrinale, mais il nous appartient en revanche de mettre en lumière d'où elle provient. Il ne s'agit pas le moins du monde d'une illumination personnelle de Chuki, ni du fruit de ses recherches ou de son esprit de système, mais il ne fait que reprendre ici, et en fait un paradigme à vrai dire, il ne fait que reprendre tel quel l'un des systèmes doctrinaux les plus élaborés et les mieux connus dans les cercles lettrés même non cléricaux. Je veux parler de la scolastique de l'école Tendai, notamment de la grille de lecture qu'elle a élaborée dès le VIe siècle avec la classification critique des doctrines, n'est-ce pas ce qu'on appelle le Kyohan, n'est-ce pas, je ne reviens pas, Kyoso Hanjaku par exemple, etc., enfin, la classification des doctrines. Nakamoto reprend à son compte la théorie Tendai des 5 périodes et des 4 doctrines. C'est ce qu'on appelle alors Goji Shikyo et parfois aussi Goji Hakkyo. Je n'entre pas dans les détails, c'est une scolastique assez complexe, mais vous voyez qu'il en fait sa grille critique cette critique dogmatique scolastique. Eh bien lui la prend au pied de la lettre et en fait une critique historique. Et il en fait une grille de lecture historique. C'est ainsi qu'il estime que la première période, donc la période du sutra de l'ornement de splendeur, le Keigonji, qui précède et dépasse celle qui va jusqu'à la période du lotus et de l'extinction suprême, a été élaborée ultérieurement pour dépasser les doctrines précédentes, lesquelles deviennent ainsi, d'un coup de baguette magique, les doctrines postérieures. Il considère ensuite la dernière et 5e période à la même lumière et explique les motifs qui mènent à la création du dernier sutra, celui de l'extinction suprême. Alors que dans le Tendai, c'était un objet de perplexité, n'est-ce pas, puisque tout le monde, le Tendai s'accordait sur le fait que le Nihangyo était le dernier sutra prêché par le Bouddha. Évidemment, il entrait dans l'extinction, donc c'est une sorte de donnée historique. Et le Tendai s'était vertué à montrer pourquoi c'était ça. Mais Nakamoto accepte la classification du Tendai, mais dit mais c'est facile, c'est parce que c'est un faux sutra qui a été fait par des gens qui voulaient en mettre plein la vue aux tenants du lotus. Enfin, vous voyez comment il change de dimension tout en gardant ce système. Nous le voyons aussi faire allusion à des comparaisons bien connues du Tendai qu'il reprend à son compte. La comparaison des 5 heures de la journée, donc lorsqu'on parle du soleil qui illumine, le soleil à son lever illumine les hauts sommets, et lorsqu'il est à son zénith, il illumine jusqu'au fond des gouffres, n'est-ce pas? Bon, et aussi les 5 saveurs. Les 5 saveurs, c'est comment le lait tiré de la vache, n'est-ce pas? C'est presque de la publicité devient au fil d'un processus par le fromage, la caillebotte, etc. devient ce qu'on appelle en hindi moderne le ghee, n'est-ce pas? Le grita, c'est-à-dire l'espèce de beurre clarifié qui est considéré comme la quintessence de tout. Donc voilà, alors, il reprend tout cela et il le donne ici d'un mot, n'est-ce pas? Ah, pardon. Excusez-moi, je ne veux pas. Ah, non, excusez-moi, c'était le. Vous voyez, ici,
Daigo no Gyunyu Yori Detaru, donc c'est la même chose, ça rend la publicité. Le Daigo, c'est le grita, hein, c'est le beurre, beurre. Et donc pour les Japonais, ça ne veut absolument pas dire beurre clarifié, ça veut dire simplement la quintessence, le nectar, etc. Mais qui vient du lait au terme d'un processus. Donc il reprend il a tout cela en tête. Hein. Il est donc très clair que Nakamoto ne se livre pas à une enquête personnelle sur l'histoire du bouddhisme. Ce n'est absolument pas un historien de la pensée religieuse ou des doctrines en ce sens. Il se contente d'apporter la lucidité de son intelligence acérée à l'interprétation des données d'historiographie religieuse qu'il a sous la main, comme d'ailleurs tous les lettrés japonais. Il refait à son compte une classification critique des doctrines en soulignant le rôle volontaire et pour tout dire presque malhonnête de ceux qui font ainsi progresser les doctrines selon une démarche organisée de la méthode de prédication du Bouddha, s'adaptant au changement des facultés de son auditoire. Il s'agit donc d'une action essentiellement intellectuelle de réflexion sur les religions. Cela se voit bien avec les 2 derniers paragraphes de sa démonstration sur le bouddhisme. Après avoir suivi la grille du Tendai, nous le voyons changer de paradigme, en quelque sorte, comme dit l'expression à la mode. Mais nous passons très rapidement sur ces derniers points, c'est simplement pour vous montrer. Nous voyons en fait que Nakamoto se contente de rajouter les dogmes qui sont énumérés dans des textes bien connus de son époque et depuis longtemps, comme le compendium des 8 écoles de Gyonen, n'est-ce pas, qui date des environs de 1300, afin de compléter son propos. Il rajoute donc l'ésotérisme, passons sans arrêter, n'est-ce pas. Ensuite, Vajrasattva faisant passer son enseignement, encore une fois, Kagotsukete, n'est-ce pas, faisant passer son enseignement pour celui du Tathagata Mahavairochana, Dainichi Nyorai, n'est-ce pas, qualifia l'ensemble des prédications de Shakyamuni de doctrine manifeste, et en mettant la doctrine du lotus au 8e rang et celle de l'ornement de splendeur au 9e, et au-delà de ses enseignements, il établit un enseignement suprême, n'est-ce pas? Donc, sono ue no ue detaru mononari. Alors, on va encore plus loin, n'est-ce pas? Et bien sûr, le zen, qu'il met dans la même lignée que les doctrines subitistes, comme le Keigon, ne serait-ce que pour le plaisir d'y inclure une image parlante. Ensuite, toujours son côté rabelaisien, et il ne le manque pas, n'est-ce pas? Ensuite, les sutras subitistes qui soutiennent que l'on est dès l'origine débarrassé des passions, la non-production des pensées, telle est la réalisation de l'état de Bouddha, de même que l'école de la méditation qui enseigne que tous les textes prêchés pendant les 40 années de la prédication du Bouddha ne sont que des morceaux de papier bons à essuyer les impuretés. Fujo harao yaburegari, c'est-à-dire du papier hygiénique, n'est-ce pas? Ces doctrines détruisent les enseignements précédents et en utilisent un autre qui en prévient, mais les dépasse. Laissons de côté les dernières lignes en gardant toutefois cette remarque. Tout cela n'est donc qu'absurdité fondée sur un malentendu. Si l'on veut connaître les détails, que l'on se reporte au traité Sortir de la concentration. Shutsujo, n'est-ce pas? C'est excusez-moi. Shutsujo toyu fumi o mirubeshi. Je n'arrive pas à voir la. C'est l'avant-dernière ligne, les deux derniers caractères chinois de la dernière citation. Nous avons ici indiqué, on ne peut plus clairement, que le libelle, le Okina no Fumi, est à lire en lien avec les propos au sortir de la concentration, le Shutsujo Kogo, et que Nakamoto en avait certainement déjà conçu les grandes lignes en rédigeant le libelle, à moins qu'il faille décider que le libelle est entièrement postérieur aux propos. Je pense que cette assez longue analyse du bouddhisme, sans doute le chapitre le plus long du Okina no Fumi, méritait d'être présenté dans son intégralité, ou presque, puisque nous y voyons comment s'opère la réflexion de Nakamoto sur les religions. Nous examinerons la semaine prochaine comment cette analyse lui a servi de modèle pour les 2 autres doctrines, et je vous remercie de votre patience pour aujourd'hui.